Je crois que nous sommes un petit peu en retard et que je vais donc essayer d'être aussi bref que possible. Après avoir rappelé l'exemple de l'apparition d'une littérature ouest-sémitique à Ougarit, souvent qualifiée de littérature orale, je voudrais essayer de montrer aujourd'hui comment la tradition biblique évoque la tradition orale à l'origine de la naissance du cycle d'Élysée à la cour du roi de Samarie et comment l'épigraphie ouest-sémitique contemporaine, il y a quelques petits problèmes de date, mais je reviendrai plus tard là-dessus, rend cette présentation très vraisemblable. L'importance de la littérature ougaritique n'a pas besoin d'être soulignée ici au Collège de France, dans le cadre duquel a enseigné André Cacot de 1972 à 1994. Les mythes et légendes ougaritiques qu'il a traduits et publiés avec Maurice Snisser restent une référence encore aujourd'hui. Outre le cycle de Baal, deux grandes légendes malheureusement fragmentaires, la légende de Danel et Akat et la légende de Keret-Kirta, ont révélé une littérature où le parallélisme, les répétitions et les formules stéréotypées évoquent directement l'art du conteur. Comme l'a souligné le manuel d'ougaritique de Pierre Bordreuil et de Denis Pardy, je cite « Quelques textes mythologiques d'importance majeure portent la signature d'un scribe du nom d'Ili Milkou. Comme d'autres scribes, il a transcrit des poèmes transmis par une tradition orale vraisemblablement multiséculaire. La personnalité du scribe Ili Milkou et la raison de sa mise par écrit des mythes et légendes ougaritiques ont fait l'objet de nombreuses recherches ces dernières années. Alors que Cacot et Snisser pensaient encore que la mise par écrit de ces mythes datait en gros du XIVe siècle avant notre ère, on la date plutôt aujourd'hui du XIIIe siècle, c'est-à-dire pratiquement de la fin du royaume d'Ougarit. Les colophons préservés à la fin de certaines tablettes permettent d'identifier Ili Milkou comme, je cite, le fameux scribe qui a écrit ou copié la plupart des textes épiques et mythologiques. Plus précisément, Denis Pardy a proposé de le voir aussi comme un, je cite, oral poet, listening to other oral poets until he was able to recite the poems on his own. Sans entrer ici dans une analyse des différents textes littéraires et documents attribués à Ili Milkou ou dans lequel Ili Milkou est mentionné, le colophon le plus développé, celui du cycle de Baal et Anat, permet de se faire déjà une idée de l'importance de ce scribe. Le premier mot, on peut traduire scribe ou a écrit, Ili Milkou de Shubanu, disciple d'Athénou le devin, chef des prêtres, chef des bergers éleveurs, ministre cultuel de Likmadou, roi d'Ougarit, seigneur de Yarkoubou, maître de Sarumanou. Même si on discute les fonctions précises d'Ili Milkou, telles qu'elles sont indiquées dans cette titulature, il est clair, et ça a été souligné, que c'était un scribe au service du roi, un scribe royal. Ces tablettes ont toutes été trouvées sur l'Acropole et son œuvre de rédaction de textes littéraires n'est probablement pas une simple démarche privée, mais s'inscrivait vraisemblablement dans le cadre d'une politique culturelle royale. De fait, une analyse des textes littéraires rédigés et écrits par Ili Milkou révèle que ceux-ci sont centrés sur la mise en valeur de la personne du roi et que ce sont des écrits de propagande de l'idéologie royale.
Après d'autres, Gregorio dell'Olmo Lette conclut ainsi son étude sur la littérature et le pouvoir royal à Ougarit, je cite, « L'ensemble de la littérature ougaritique s'est développé en grande partie comme véhicule de l'exaltation du roi et de la dynastie, ainsi que de l'affirmation de son pouvoir absolu. » De façon concrète, le rôle de propagande royale des textes littéraires ougaritiques rédigés par Ili Milku explique qu'ils aient été enseignés et transmis dans le cadre du curriculum de la formation des scribes de l'administration royale. Selon Robert Howley, dont je vous présente ici le tableau, l'étude de ces textes littéraires faisait partie de la 5e et dernière étape du curriculum des écoles alphabétiques à Ougarit. Bien plus, selon Carol Roche-Howley, la formation scribale était double, en écriture, langue et littérature mésopotamienne d'une part, et en écriture locale alphabétique d'autre part. Le caractère bilingue de la formation des scribes de l'administration royale correspond d'ailleurs au bilinguisme d'Ili Milku lui-même, bilinguisme qui a été très bien souligné par Anne-Sophie Dalix. Ce bref rappel des conditions de l'apparition d'une première littérature alphabétique ouest-sémitique nous aide à mieux comprendre certains aspects de la littérature hébraïque d'époque royale. Depuis longtemps, les exégètes ont souligné que les histoires concernant Élie et Élisée occupaient une place importante dans le livre des rois, plus spécialement dans les 19 chapitres qui vont de 1 roi 17 à 2 rois 13. On y raconte, comme vous savez, un certain nombre d'histoires dont les héros sont ces deux prophètes du IXe siècle, se rattachant au royaume d'Israël. Dans le temps qui nous est imparti, nous allons nous concentrer sur le cycle d'Élisée et essayer de préciser la raison et les circonstances de sa mise par écrit. Sans exclure la possibilité de transformation ultérieure, avec la majorité des exégètes, on rattache à ce cycle des histoires racontées depuis 1 roi 19-19 à 2 rois 13-21. Ces histoires concernent l'activité prophétique d'Élisée depuis ses débuts en tant que serviteur d'Élie jusqu'à sa mort avec le roi d'Israël à son chevet et même son enterrement accompagné d'un miracle. On a souvent souligné le caractère populaire de la plupart de ces histoires, visiblement d'abord transmises oralement, ainsi que leur mise en valeur du rôle politique d'Élisée, qui apparemment avait l'oreille du roi d'Israël. Comment expliquer ce double aspect? Comment expliquer la mise par écrit d'histoires au caractère oral si marqué? Ces deux questions, à mon avis, s'éclairent à la lumière du texte de 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Vous avez le texte en hébreu et ici le texte en français. Je vous laisse, vous le connaissez la plupart, vous connaissez déjà ce texte, donc je ne le lirai pas avec vous, mais on constate tout de suite que les premiers versets de ce passage se situent dans la continuité de l'histoire d'Élisée et de la Shunamite racontée en 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. La plupart des commentateurs interprètent la deuxième partie comme se situant apparemment après la mort d'Élisée, avec pour but de confirmer l'authenticité du fait qu'Élisée a bien fait revivre le fils de la Shunamite. C'est possible. Cependant, on note que le texte ne met pas l'accent sur le fils, mais plutôt sur la femme, sur Gérasie et sur le roi. De fait, dans les 3 premiers versets, on reconnaît facilement 3 fois l'emploi du verbe au pluriel saper, raconter.
une fois dans chaque verset. Ils mettent donc en scène l'existence d'une tradition orale des hauts faits d'Élysée en tant qu'homme de Dieu. Avec John Gray, on peut souligner que le verset 4 manifeste l'intérêt royal, je cite, « In the great deeds of Elisha, already the subject of oral tradition, one of the sources of which was Gehazi, the personal attendant of Elisha. » Gehazi, serviteur de l'homme de Dieu, joue un rôle important dans les histoires concernant Élisée. Il est explicitement mentionné 12 fois, et comme ici, il est plusieurs fois qualifié de serviteur, Nahar. Dans d'autres récits, il est question d'un serviteur anonyme, qui pourrait bien avoir été aussi Gehazi, car ces récits se situent explicitement ou implicitement dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les guerres araméennes. Il n'est donc pas étonnant que ce soit à Gehazi que le roi demande de raconter les hauts faits de cet homme de Dieu qu'était Élisée. Cependant, ce texte semble aussi indiquer qu'il n'a pas été la seule source de cette tradition concernant Élisée, puisqu'il précise que la femme, elle aussi, a raconté. Ce qui est clair, c'est qu'ici, nous sommes face à une tradition orale des histoires concernant Élisée. Gehazi, dont on peut douter qu'il ait su lire et écrire, ne lit pas un texte, il raconte. Il n'est fait apparemment du moins, aucune référence à une mise par écrit. Comment expliquer que ces histoires nous soient parvenues par écrit? La mise par écrit de cette tradition orale s'éclaire à la lumière de la date et du lieu de la scène évoquée en 2 Rois chapitre 8, versets 4 à 6. La scène se situe après la mort d'Élisée, mais peu de temps après. La famine annoncée par Élisée était apparemment liée aux guerres araméennes et celles-ci viennent de se terminer, ce qui explique que la femme revienne au pays. La scène se déroule plus précisément après les victoires du roi d'Israël Joas sur le roi araméen Baradad et après la paix conclue à la suite de ces victoires. Victoire d'ailleurs annoncée par le prophète Élisée lui-même sur son lit de mort. Sans entrer dans le détail de la discussion sur la chronologie du règne du roi Joas d'Israël, on retiendra que la scène est située vers le début de son règne, aux environs de l'an 800 avant notre ère. Le lieu de la scène n'est apparemment pas explicité, mais le roi est clairement le personnage principal. Il est mentionné 6 fois en 3 versets. C'est lui qui fait raconter à Gehazi les histoires concernant Élisée. C'est à lui que ce dernier les raconte. C'est à lui que la femme fait appel. C'est lui auquel Gehazi s'adresse en identifiant la femme. C'est lui qui interroge cette dernière. Et enfin, c'est lui qui lui fait rendre justice en donnant un ordre à un de ses hauts fonctionnaires, à un saris. La scène est donc apparemment située à la cour du roi Joas, probablement à Samarie. Et cette situation de la scène manifeste clairement l'attachement de ce roi au prophète Élisée, que le roi qualifie ailleurs de « mon père, chars et cavalerie d'Israël » en 2 Rois chapitre 13, verset 14. L'appellation « mon père » laisse entendre qu'Élisée était au moins son conseiller personnel et pourrait même avoir été son précepteur, tandis que celle de chars et cavalerie d'Israël lui reconnaît le statut de héros national. Le fait que cette tradition orale soit attestée à la cour du roi de Samarie et racontée à la demande du roi lui-même suggère naturellement que c'est là que cette tradition orale a été mise par écrit, vraisemblablement sur ordre du roi,
par un de ses scribes ou hauts fonctionnaires. 2 Rois chapitre 8, versets 4 à 6 est une sorte d'épilogue des histoires centrées sur Élysée et révèle donc probablement le milieu dans lequel est né le premier cycle des hauts faits d'Élysée, l'homme de Dieu, d'abord oralement, puis par écrit. Cette interprétation explique non seulement le rôle important joué par Géasi dans ce cycle, mais aussi la mise en valeur des relations d'Élysée avec le roi d'Israël Joas, auquel il avait annoncé ses victoires. Cependant, une telle mise par écrit à une époque aussi haute est-elle vraisemblable, étant donné ce que nous connaissons des écrits, spécialement des écrits littéraires de cette époque? La question mérite d'être posée et nous allons l'examiner. Après les textes ougaritiques rappelés plus haut, les inscriptions hébraïques, phéniciennes, moabites et araméennes contemporaines, à peu près contemporaines, jettent aussi un peu de lumière sur la probable mise par écrit du cycle littéraire d'Élysée par un scribe du roi Joas d'Israël. Les spécialistes d'épigraphie sémitique ne sont pas tous d'accord sur les datations proposées et que nous avons entendues tout à l'heure pour ce qui concerne le XIe, Xe et IXe siècle, mais ils sont généralement d'accord que l'usage de l'écriture hébraïque a connu un important développement à partir d'environ 800 avant notre ère. On s'accorde à dater de la première moitié du 8e siècle les premiers sceaux hébreux inscrits, tels le fameux sceau de Megiddo d'un ministre de Jéroboam II, et surtout de nombreux ostracas, en particulier ceux mis au jour lors des fouilles américaines de Samarie de 1910 et datés des règnes de Joas, comme celui-ci probablement, et du règne de Jéroboam II, comme celui-là. La publication récente des inscriptions de la première moitié du 8e siècle, mises au jour à Kontelat-Ajroud, dans le désert oriental du Sinaï, permet d'identifier non seulement des exercices de formation scribale de base, avec des abécédaires, des débuts de formulation de lettres, etc., mais aussi des restes, malheureusement en très mauvais état, de textes apparemment littéraires écrits en hébreu sur la paroi chaulée d'un mur, ainsi qu'une sorte de dicton ou proverbe écrit à l'encre rouge sur le pitos B, vous le voyez à la ligne 2. L'affirmation d'Aaron Dembski récemment, selon laquelle, je cite, There was widespread literacy in ancient Israel, certainly from the 8th century BCE, est sans doute quelque peu schématique et à nuancer. Cependant, elle exprime bien que, vers 800 avant notre ère, une étape importante dans la diffusion de l'emploi de l'écriture a été franchie dans l'ancien Israël. Le même site de Kontelat-Ajroud a produit des inscriptions phéniciennes écrites sur la paroi chaulée d'un mur. L'éditio Princeps a proposé d'y voir l'œuvre d'un ou de plusieurs scribes judéens, mais cette hypothèse nous paraît personnellement assez invraisemblable et il s'agit plutôt, selon nous, d'inscriptions écrites par des Phéniciens. Même si ces textes sont malheureusement fragmentaires et certains très abîmés, il est assez clair qu'il s'agit de textes littéraires où l'on retrouve en particulier, pour l'inscription 4.1.1, un bel exemple de parallélisme. L'apport de l'épigraphie moabite paraît de prime abord beaucoup plus limité, puisque, au moins jusqu'à maintenant, elle ne comporte aucun texte littéraire. Cependant, la stèle de Mécha, actuellement au musée du Louvre, jette quelques lumières indirectes sur le cycle d'Élysée. D'une part, elle donne un bon exemple contemporain de l'utilisation de l'écriture pour la propagande royale. D'autre part, elle évoque l'histoire des difficiles relations entre Moab et Israël dans la deuxième moitié du IXe siècle. Au début de son règne,
à l'époque de la dynastie d'Omri, aux lignes 5-6, le roi d'Israël dominait Moab et cherchait à maintenir cette domination, tandis qu'à la fin de son règne, Mesha peut déclarer « Israël abod abad olam » Israël a été anéanti à jamais. Cette évolution de la situation politique concernant Israël et Moab correspond assez bien au contraste entre le début et la fin du cycle d'Élysée. La première intervention prophétique d'Élysée est présentée dans le contexte de la tentative du roi d'Israël Joram de mater la révolte de Mesha, en 2 Rois chapitre 3, tandis que, à la mort d'Élysée, des bandes moabites parcourent Israël et perturbent même l'enterrement d'Élysée, en 2 Rois chapitre 13. L'épigraphie araméenne, à peu près contemporaine, nous semble jeter encore plus de lumière indirecte sur le cycle d'Élysée et sa mise par écrit. Tout d'abord, les 2 rois araméens mentionnés dans le cycle d'Élysée sont maintenant bien attestés en épigraphie araméenne. C'est le cas du roi Baradad mentionné dans la stèle de Zakour, roi de Ramat et Louache, vers le début du 8e siècle, encore au Louvre. Le roi, dans les premières lignes, le roi Baradad, fils de Razaël, est clairement présenté comme roi d'Aram et à la tête d'une coalition de 16 rois du Levant, tandis que son père Razaël, vous avez vu la diapositive tout à l'heure, est mentionné dans 5 petites inscriptions, dont celle-ci qui est conservée au Louvre, et il n'y a pas de doute, j'allais dire, sur l'existence et l'importance de Razaël aujourd'hui, après de nombreuses études historiques. Il y a aussi accord entre les épigraphistes pour dire que la stèle de Tel Dan, bien que le nom de Razaël soit absent, il devait être au début de la stèle qui malheureusement nous manque, que cette stèle est à attribuer à Razaël et elle raconte la mort d'Israël, la mort du roi d'Israël Joram et celle de son neveu, le roi de Juda Akaziaou. L'épigraphie araméenne du 8e siècle illustre aussi l'importance du scribe royal. Là encore, c'est une diapositive que vous avez déjà vue tout à l'heure, mais là, je vous demande de ne pas regarder le roi, mais plutôt de regarder celui qui est en face, celui qui est debout et qui est là avec tout son attirail de scribe. Je n'insiste pas, je n'ai pas le temps de développer. Enfin et surtout, les inscriptions sur la paroi chaulée d'un mur de Der Allah nous révèlent des extraits d'une littérature araméenne ayant cours dans la première moitié du 8e siècle. Découverts en 1967, ces fragments inscrits mentionnent le voyant Balaam, fils de Beor. Avec André Cacot, nous avons pu montrer que le titre de ce texte littéraire, écrit à l'encre rouge, était apparemment Sifre Bileam Bar Beor Ish Razé Elaïn, inscription livre de Balaam, fils de Beor, l'homme qui voyait les dieux. Il y a quelques années, la comparaison avec le cycle d'Élysée nous avait amené à suggérer que le titre primitif du cycle d'Élysée pourrait avoir été assez similaire à celui de l'inscription de Der Allah. Peut-être quelque chose comme « Livre d'Élysée, fils de Shaphat, l'homme de Dieu ». Car, avec la plupart des exégètes, on reconnaît que l'appellation « homme de Dieu » est caractéristique du cycle primitif d'Élysée et n'a été que secondairement appliquée à Élie. Aujourd'hui, il nous semble qu'on peut aller au-delà d'une simple similarité entre les deux textes. Le texte de Balaam sur le mur chaulé de Der Allah est bien daté de la première moitié du 8e siècle. Mais il s'agit visiblement d'une copie, probablement à partir d'un papyrus ou d'un rouleau de cuir. Vous voyez bien les rubriques caractéristiques des textes littéraires. La rédaction originale de ce texte littéraire est donc plus ancienne, comme le confirme d'ailleurs sa langue araméenne archaïque.
même si, faute de comparanda, il est pratiquement impossible de dater cette langue araméenne archaïque, on peut dire que la rédaction primitive de ce texte remonte au moins au IXe siècle ou au Xe siècle avant notre ère. Certains ont même proposé le XIe ou le XIIe. De plus, la copie de ce texte sur la paroi chaulée d'un mur se situe apparemment dans le cadre d'un niveau supérieur d'apprentissage scribal. Comme l'œuvre d'Elimilku Augarit, ce livre de Balaam devait prendre place dans le curriculum classique de formation des scribes araméens au service de l'administration royale de Damas. À ce titre, il devait être connu non seulement des scribes araméens, mais aussi des scribes étrangers ayant appris et pratiquant l'araméen. Le récit de l'ambassade de Sennachérib auprès du roi Ézéchias en 701 avant notre ère, raconté dans 2 Rois chapitre 18, montre bien que les scribes fonctionnaires royaux hébreux d'un certain niveau étaient bilingues et capables de parler araméen. C'est dans ce contexte de bilinguisme hébréo-araméen, probablement, que la tradition littéraire araméenne sur Balaam a pu inspirer à un scribe de Jérusalem l'adaptation hébraïque des oracles sur Balaam en Nombre, chapitre 22 à 24. Le fait que, vers 800, les hauts fonctionnaires royaux de Samarie aient été bilingues hébréo-araméens semble évident quand on considère la situation politique et les rapports entre Samarie et Damas dans la seconde moitié du IXe siècle. Le royaume d'Israël était alors une sorte de vassal du grand roi de Damas, Razaël, qui a même imposé une sorte de bazar araméen dans Samarie. Dans ces conditions, il est probable que les hauts fonctionnaires israélites à la cour du roi Joas connaissaient au moins des extraits du livre araméen de Balaam. Le renouveau israélite politique qui a suivi les victoires du roi d'Israël sur le roi araméen de Damas, Bar-Hadad, s'est accompagné d'un renouveau de la culture hébraïque. Étant donné l'attachement du roi Joas au prophète Élisée, qui lui avait promis ses victoires, on peut facilement comprendre qu'un scribe de la cour de Samarie ait été chargé de rédiger un livre hébreu qui puisse rivaliser avec celui en araméen du voyant Balaam. Ce livre serait éventuellement appelé à devenir une référence de la culture hébraïque du renouveau du royaume d'Israël. Si cette interprétation est justifiée, le cycle primitif d'Élisée serait dû à un scribe royal bilingue de la cour du roi Joas de Samarie. Le livre araméen de Balaam, fils de Beor, l'homme qui voyait les dieux, serait non seulement un excellent parallèle, un peu plus ancien, au cycle primitif d'Élisée, mais il a aussi bien pu inciter à sa mise par écrit et servir de référence implicite pour sa rédaction. Merci de votre attention.